Bienvenue dans l'émission Les podcasts de la recherche stratégique, présentée par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la recherche stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, nous allons parler de désarmement nucléaire avec Emmanuel Maître, chargé de recherche à la FRS. Bonjour Emmanuel Maître. Bonjour. Le TUAN, traité sur l'interdiction des armes nucléaires, est en passe d'entrer en vigueur. 84 États l'ont déjà signé et 44 l'ont ratifié. Ce traité reste toutefois critiqué puisque bien qu'interdisant la fabrication, les transferts, l'emploi et la menace d'emploi des armes nucléaires, il ne présente pas de protocole de vérification de désarmement. Or, ce dernier point semble pourtant indispensable. Oui, alors en effet, c'est vrai que si on regarde de manière très longue sur la période historique, il y a beaucoup de traités qui n'ont pas eu de protocole de vérification, y compris dans le domaine de la maîtrise des armements et du désarmement. Mais dans la période récente, c'est de plus en plus considéré comme indispensable et les protocoles de vérification ont été également de plus en plus sophistiqués, par exemple avec le traité New START de 2010 entre les États-Unis et la Russie. Il y a vraiment des inspections, des visites régulières sur les sites pour vérifier que les chiffres qui sont annoncés sur les armements stratégiques sont bien respectés. On l'a vu par exemple avec l'accord iranien, où il y a eu vraiment un effort très important pour faire en sorte que les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique puissent avoir accès aux bonnes installations pour vérifier qu'il n'y avait pas de programme militaire nucléaire. Un autre exemple peut-être, c'est le traité d'interdiction des essais nucléaires, un traité qui n'est pas entré en vigueur, mais pourtant qui a tout un dispositif international de vérification avec, par exemple, sur toute la planète, des stations qui permettent de mesurer les mouvements sismiques et donc de voir si un essai nucléaire a pu être conduit ou pas. Alors, sur un sujet comme le désarmement nucléaire, et quand on parle du TUAN, on parle vraiment d'un traité qui interdit tout à fait la possession d'armes nucléaires, donc un sujet vraiment extrêmement important. C'est très compliqué d'imaginer qu'il puisse être considéré comme valable, notamment par les puissances qui ont aujourd'hui des armes nucléaires, s'il n'était pas assorti d'un protocole de vérification extrêmement solide, protocole qui pour l'instant n'est pas présent dans le TUAN, qui pourra être ajouté potentiellement, mais qui sera évidemment l'objet de beaucoup d'attention, puisqu'on imagine que si un État dissimule une seule tête nucléaire, même si aujourd'hui on est sur des volumes beaucoup plus importants, même s'il y en a une seule qui est dissimulée, les conséquences stratégiques sont énormes. Emmanuel Maître, est-il possible de vérifier qu'un pays a véritablement détruit son arsenal nucléaire? Prenons au hasard l'exemple de la Corée du Nord. Alors c'est toute la question et une question sur laquelle il n'y a pas de consensus aujourd'hui. On peut trouver des gens qui vraiment pensent que c'est complètement impossible d'avoir une certitude qu'un État a démantelé son arsenal nucléaire et donc que tout appel au désarmement est en fait une sorte de vœu pieux qui pourra jamais se produire. Mais je dirais que la majeure partie des personnes qui s'intéressent à cette question reconnaissent que c'est impossible d'avoir cette certitude absolue. Une arme nucléaire finalement, c'est pas très gros, les matières qui la composent, ça peut aisément se cacher, en particulier si on est sur un pays qui est assez vaste et donc on peut jamais être complètement convaincu à 100% qu'il n'y a pas eu un détournement, y compris mineur. Néanmoins, je pense qu'on peut avoir une présomption assez forte ou en tout cas être assez confiant dans un processus de désarmement, si un certain nombre justement, si le protocole de vérification comprend des mesures assez intrusives et c'est tout l'objectif des recherches qui sont faites sur ce sujet en ce moment. Alors, également, il faut bien remarquer que cette confiance va dépendre des partenaires, des États à qui on a affaire. Le cas qui existe aujourd'hui et qui s'est présenté de manière historique, c'est le cas de l'Afrique du Sud, qui a complètement démantelé son arsenal nucléaire, alors qui était assez réduit, hein, puisqu'il y avait entre 6 et 7 armes nucléaires qui avaient été véritablement construites dans les années 70-80. Et en 1990 jusqu'à 1994, à peu près, le processus de démantèlement qui a pris quelques temps. À la fin de ce processus, la communauté internationale, l'Agence internationale de l'énergie atomique, était relativement convaincue que l'Afrique du Sud avait tout démantelé, en particulier parce que le régime faisait preuve d'une assez grande ouverture, transparence, il y avait une forte bonne foi. Le contexte politique faisait aussi qu'on pensait que l'Afrique du Sud avait véritablement respecté ses engagements.
l'Irak, dans un cas similaire, puisque l'Irak n'avait pas d'armes nucléaires, mais enfin, on n'a jamais cru vraiment, et en particulier, bien sûr, les États-Unis n'ont jamais cru qu'ils avaient procédé au démantèlement qu'ils ont annoncé dans les années 90, malgré les inspections très poussées qu'on avait sur le terrain, les équipes des Nations Unies dans les années 90. Finalement, les États-Unis n'ont jamais cru que le démantèlement était allé au bout. Dans le cas de la Corée du Nord, on est sur un programme nucléaire quand même assez conséquent, même très conséquent si on compare avec l'Afrique du Sud. En plus, il y a probablement d'autres programmes d'armes de destruction massive, notamment chimiques. Donc ce ne serait pas impossible, mais ce serait évidemment très compliqué de faire confiance dans le régime de Pyongyang pour être absolument certain que toutes les installations ont été déclarées, que toutes les matières ont été déclarées et qu'il n'y a rien de dissimulé. Encore une fois, le contexte politique serait sans doute très important dans la manière dont on pourrait aborder la question. Donc finalement, il s'agit plus d'une question de confiance d'État à État que d'avoir des certitudes scientifiques de terrain sur un éventuel désarmement. Je pense que les deux sont tout à fait complémentaires. Et dans le cas de l'Afrique du Sud, il y a eu néanmoins des inspections, des vérifications poussées. Les deux vont potentiellement permettre d'avoir une certitude, on va dire, quasi absolue, en tout cas acceptable politiquement pour les acteurs impliqués. Et y a-t-il des travaux ou des expériences notables réalisées sur ce sujet du désarmement nucléaire? Oui, alors il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, qui ont été menés sur la question. En fait, depuis très tôt, depuis les années 60, il y a eu les premiers travaux par les laboratoires nucléaires américains. À l'époque, on était au début des réflexions sur la maîtrise des armements, les traités bilatéraux avec l'Union soviétique qui ont commencé à être mis en place à partir des années 70. Et les États-Unis voulaient s'interroger sur ce qu'il était possible en fait de négocier, d'accepter, ce qui était possible de faire, dans quelle mesure on pouvait autoriser potentiellement des inspecteurs soviétiques à venir dans des installations faire des observations, qu'est-ce qui était fiable, qu'est-ce qui n'était pas fiable. Et la plupart de ces recherches, à la fois menées par les laboratoires américains, soviétiques, et puis également depuis plus récemment par des acteurs privés ou des universités non liées en fait au secteur militaire. La question et le sujet vraiment qui était au cœur de ces recherches, qui continue de l'être, c'est comment résoudre un problème majeur qui se pose dans le démantèlement d'armes nucléaires. C'est qu'en fait, on ne peut pas présenter à un inspecteur le processus, on ne peut pas l'inviter à le voir lui-même, c'est-à-dire le démantèlement de l'arme, puisque ce sont des choses beaucoup trop sensibles pour qu'on propose à un acteur étranger ou un inspecteur qui vienne d'un autre pays ou d'une institution internationale. La composition d'une arme nucléaire, ce sont évidemment des données complètement hors limite pour une quelconque inspection. Donc il faut que l'équipe d'inspection, quelle qu'elle soit, ait confiance que l'objet a bien été démantelé, que l'arme nucléaire n'existe plus, que les matières sont séparées, etc., sans le voir lui-même. Et donc c'est un problème majeur qui peut être résolu par différentes manières, en particulier une technique qui est jugée potentiellement intéressante, c'est d'essayer d'observer la signature radioactive de l'arme nucléaire avant son démantèlement et de la comparer avec ce qu'on va avoir à la fin du processus, les différentes matières, les différentes composants une fois démantelés. Essayer de trouver la bonne technologie, les bonnes mesures pour permettre d'avoir cette certitude que c'est bien les mêmes objets, les mêmes matières, mais qui sont cette fois démantelés et qu'on peut ensuite aller rediluer, par exemple, les matières nucléaires, essayer de les réintégrer dans un processus civil sans obtenir trop d'informations sur la composition exacte des matières, des choses que les États ne veulent absolument pas évoquer, c'est très compliqué. Ça nécessite des outils assez à la fois sensibles, mais justement qui ne puissent pas être falsifiés, qui ne puissent pas prendre trop d'informations. Donc ce sont vraiment des travaux qui ont à la fois montré que c'était faisable, donc qui ont perduré dans la durée pour essayer de trouver le bon outil. Et on a aujourd'hui, par exemple, pas mal d'expériences qui sont menées dans des labos comme à Princeton,
de manière, je dirais, autonome, alors que bien sûr les États comme les États-Unis, en particulier, continuent vraiment de s'intéresser à ces questions. Au niveau politique, on a également beaucoup de travaux sur cette question. Alors, en fait, depuis le début des années 2000, donc jusqu'aux années 2000, c'était surtout les Américains et les Russes qui travaillaient à ces questions-là pour leurs accords bilatéraux, même si il n'y a jamais eu besoin en fait de ces technologies dans ce qui était vraiment accepté, mais ils anticipaient éventuellement la question. Depuis 2000, on a de nouveaux États qui se sont intéressés à cette question et qui ont lancé des programmes de recherche et des expérimentations également, en particulier le Royaume-Uni et la Norvège dans un premier temps. Et puis, depuis 2014, c'est vraiment quelque chose qui a une coloration multilatérale, puisque sous l'impulsion américaine, il y a un groupe de travail qui s'est créé, qui s'appelle l'IPNDV, le Partenariat international pour la vérification du désarmement nucléaire. Il y a à peu près 20 États qui travaillent dans le cadre de ce partenariat, qui se retrouvent et qui réfléchissent. Alors là, on est un petit peu moins dans les considérants techniques de quel outil on pourrait utiliser, mais plus dans la procédure. Comment on pourrait faire? Admettons qu'on ait un traité de désarmement, donc il faudrait que les États puissent déclarer les armes, où elles sont, comment on les transporte, vers quelles infrastructures, quelles sont les équipes qui sont présentes en inspection, comment on conduit les inspections, etc. Donc, ce sont vraiment ce genre de discussions qui ont lieu dans ce groupe qui est tout à fait intéressant et avec des acteurs très, très motivés de cette vingtaine d'États. Et parmi eux, bien sûr, la France en fait partie et s'est de plus en plus intéressée à la question, ce qui lui a permis l'année dernière, à l'automne dernier, de mener une expérimentation conjointe avec l'Allemagne. Dans un laboratoire allemand, il y a eu une petite démonstration justement avec des personnes représentants d'État qui ont joué le rôle d'inspecteur, d'autres qui ont joué le rôle d'État hôte pour voir un petit peu comment pouvaient se passer les relations dans le cadre d'un processus d'inspection. Donc, il y a pas mal de choses qui se font. Il n'y a pas encore, je dirais, une vision absolument consensuelle sur les technologies utilisées, etc. Il y a encore des questions qui se posent sur la faisabilité, sur la confiance qu'on pourrait avoir dans le processus, mais néanmoins, il y a un effort pour trouver des solutions à ces questions et faire en sorte que, justement, lorsque les États s'engagent vers un monde sans armes nucléaires, ils aient réfléchi un petit peu à l'avance aux conditions qui seraient pour eux acceptables ou nécessaires sur la manière de procéder pour que ce soit à peu près crédible. Et enfin, quels sont aujourd'hui les principaux défis liés à la vérification du désarmement nucléaire? Alors, il y en a quand même encore pas mal. Donc, c'est un petit peu ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a eu des progrès. Ça fait 40, même davantage, 50, 60 ans qu'on travaille sur la question sous différentes formes, mais il y a encore pas mal de questions. L'une qui se pose, c'est de manière très technique sur l'instrumentation utilisée, puisque à la fois aujourd'hui, on se trouve avec des instruments plus perfectionnés, plus sophistiqués pour la mesure, par exemple, de la radioactivité que ce qu'on avait dans les années 60, mais on sait également qu'on a des problèmes de vulnérabilité éventuelle sur la falsification des mesures, des données, etc. Donc, trouver un instrument finalement assez simple, mais être certain que l'État hôte ou les inspecteurs ou personne entre-temps a modifié l'appareil et ses réglages pour être sûr qu'il ne va pas justement fausser l'analyse ou obtenir des informations confidentielles, etc. Ça, c'est un problème technique qui continue à se poser parmi d'autres. En fait, il y a encore quelques problèmes d'ordre vraiment purement technologique. D'autres questions qui sont là, un petit peu si on s'attarde dans les détails, mais qui sont néanmoins importants, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les États ne réfléchissent pas pour l'instant, ne veulent pas s'engager parce qu'évidemment, un monde sans armes nucléaires, un traité de désarmement, même si on a le tien aujourd'hui, on voit que les 9 puissances nucléaires ne sont pas du tout investies dans cette question et sont très loin de voir comment ça pourrait intervenir dans le futur proche. Donc, il y a un ensemble de questions qui n'ont pas du tout été considérées pour l'instant. Je parlais à l'instant de questions, par exemple, sur le transport des armes d'un point à un autre, sur la construction d'installations spécifiques pour le démantèlement, etc. Ça, ce sont des questions qui ne sont absolument pas abordées parce qu'elles sont beaucoup trop sensibles d'un point de vue de sécurité et qu'elles paraissent également trop abstraites dans un contexte où il n'y a pas de désarmement pour l'instant.
De même, par exemple, se demander, et c'est une question qui se pose également pour le TIAN, se demander qui pourrait être présent pour s'assurer du démantèlement d'un arsenal nucléaire, que ce soit d'ailleurs dans un cas précis comme la Corée du Nord ou dans un cas où on aurait un traité comme le TIAN qui serait appliqué par les 9 États nucléaires ayant des armes nucléaires. Qui pourrait être à l'origine de ces missions d'inspection? Une institution multilatérale? Alors ça peut paraître plus légitime, mais aujourd'hui, ça reste totalement inimaginable pour beaucoup d'avoir des inspecteurs provenant d'États non dotés qui puissent avoir un droit de regard sur des armes nucléaires, tout simplement parce que ça pourrait être en contradiction avec le traité de non-prolifération, puisque aujourd'hui, les États qui ont des armes nucléaires ont une obligation de ne pas transmettre d'informations sur la fabrication de ces armes. Donc évidemment, il ne faut pas que l'inspecteur puisse obtenir lui-même des informations sur la fabrication d'une arme s'il vient d'un pays qui n'en a pas. Donc tout ça sont des questions diplomatiques qui ne sont pas du tout tranchées. Une autre difficulté, un autre challenge qui pourrait se poser de manière assez précoce si on envisageait un processus de démantèlement qui se poserait également dans un cas nord-coréen, c'est la confiance sur les déclarations qui sont faites. Alors, pour en fait tous les cas de figure un petit peu envisagés, et celui qui s'est véritablement produit, à savoir l'Afrique du Sud, l'une des premières étapes du processus, c'est évidemment pour l'État de dire, bah voilà, j'ai tant d'armes, j'ai tant de kilotonnes d'uranium hautement enrichi, de plutonium, elles sont localisées ici ou là, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur des arsenaux en particulier anciens, comme les arsenaux soviétiques de l'époque russe aujourd'hui, les arsenaux américains, il y a une très grande il y a un gap, il y a vraiment un fossé entre ce qui est aujourd'hui dans l'arsenal déclaré et puis ce qui a été produit de manière large. Si on essaye de retrouver la comptabilité de toutes les matières nucléaires qui ont été produites, on va s'apercevoir qu'il y en a qui ont été perdues parce qu'il y a peut-être eu des essais nucléaires, par exemple, qu'on en consommait plus que ce qu'on avait estimé ou moins, etc. Et donc, on s'aperçoit que même pour des pays comme les États-Unis d'ailleurs et le Royaume-Uni qui ont essayé de faire l'exercice de dire, bah voilà, on a produit depuis le début, depuis 1945, on a produit tant de tonnes d'uranium hautement enrichi et de plutonium, donc les matières vraiment les plus importantes pour la fabrication d'une arme. On en a produit tant, mais aujourd'hui, en fait, on en a moins. On en a qui ont été, pas perdus dans la nature, mais dont on ne peut pas s'assurer. Il y a eu des erreurs, voilà, dans les mesures, dans les relevés, etc. Alors, ça peut paraître anecdotal, mais si on dit, voilà, il y a une erreur, on a perdu 10, 15, 30, 100 kilos d'uranium, avec ça, on peut quand même faire des choses, et évidemment, on ne peut pas, selon le degré de confiance qu'on a dans l'acteur impliqué, ça peut ou pas être un obstacle complet au processus, puisque si vous devez vérifier chaque gramme d'uranium, mais qu'en fait, par derrière, il y en a 50 kilos qui a peut-être été perdu quelque part, ça peut vraiment entacher tout le processus. Pour finir, je dirais que le principal obstacle qui reste aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de vision du désarmement nucléaire. On est même à une période où malheureusement les différents processus de maîtrise des armements, de réduction des arsenaux sont bloqués. Et donc, ça reste quand même difficile d'avoir une motivation forte, d'impliquer les acteurs sur un projet qui reste vraiment envisagé pour le mieux dans un très long terme, voire qui reste pour certains complètement irréaliste. Donc, comment essayer d'accommoder cette volonté de travailler sur des technologies, des processus sans avoir une vision politique derrière, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué. Merci Emmanuel Maître, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.